Bienvenue dans ce nouvel épisode de Filles Expat très spécial et qui sort le même jour où il a été enregistré. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on mette de côté les polémiques et la politique pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'humain et la solidarité. À travers cet épisode spécial, je veux mettre en lumière une réalité difficile qui touche Mayotte, mais surtout je veux montrer qu'à notre échelle, il est possible d'agir, d'aider et de faire une différence. C'est en s'entraidant, en tendant la main à ceux qui en ont besoin, que l'on bâtit une société plus juste, plus humaine. Mon invitée, Angélique, vit sur place, au cœur de cette situation, et elle a décidé de ne pas rester les bras croisés. Elle a créé une cagnotte pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Et elle va nous raconter son expérience, son engagement et comment nous pouvons, nous aussi, participer. Je vous invite donc à écouter cet épisode avec le cœur ouvert et à réfléchir à la façon dont, ensemble, on peut faire bouger les choses. Et petite info que tu mérites de savoir, Angélique et moi, on ne se connaît pas seulement depuis 5 minutes, mais depuis maintenant 4 ans. Angélique, je te laisse dire aux personnes qui nous écoutent comment toi et moi, on se connaît. Bonjour à tous. Oui, ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît avec Kelly. On s'est rencontrés un peu par hasard en expérience de volontariat en Guadeloupe. Et on est restés en contact depuis, même si on ne s'est jamais revus, on est toujours en contact. Merci aux réseaux sociaux qui nous permettent de suivre nos différentes aventures. Angélique, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es à Mayotte et dans quelles circonstances ? Alors, je suis arrivée à Mayotte il y a 2 mois. Je suis arrivée au début du mois de novembre. Je suis ici parce que j'accompagne mon conjoint qui est médecin à l'hôpital du CHM de Mamoudzou. Et donc, du coup, on est ici pour 6 mois pour prêter main forte à l'hôpital. Moi, je télétravaille ici, mais lui travaille à l'hôpital et on est là pour une expérience de 6 mois. Donc toi, ça faisait seulement quelques semaines que tu étais à Mayotte au moment où il a été dévasté par le cyclone. Est-ce que tu pourrais nous en parler de ce moment où justement vous avez été frappé sur l'île ? Oui, en fait, ça faisait 1 mois et demi qu'on était à Mayotte. Ça arrivait de façon assez inattendue. Le cyclone devait d'abord soit frapper Madagascar, soit frapper les Comores. Mais c'était pas du tout envisagé que le cyclone passe sur Mayotte et on l'a appris plutôt dernière minute que finalement le cyclone allait venir tout droit sur Mayotte. Il y a eu globalement sur l'île une certaine sous-estimation des dégâts qui pouvaient être liés au cyclone, des personnes qui se sont pas suffisamment préparées ou beaucoup de personnes qui pensaient que ça allait pas être si dramatique. Donc c'était surtout une surprise de personne s'attendait à tant de dégâts et à tant de dommages sur toute l'île. Nous, c'était un petit peu différent parce qu'on était à l'île de la Réunion avant, donc des cyclones, on en avait déjà eu, des gros cyclones aussi, parce que l'année dernière, on a eu le cyclone Bellal qui était comme Chido, un cyclone historique qui n'était pas arrivé depuis 100 ans à l'île de la Réunion. Donc dans notre tête, on pensait que ça allait être la même chose. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que Mayotte, c'est pas une île qui est habituée à avoir des cyclones. C'est pas une île qui a la même architecture, qui a les mêmes infrastructures et qui est pas autant préparée au risque cyclonique. Donc en fait, les dégâts ont aussi été beaucoup plus dramatiques parce que c'est une île qui est complètement différente. Et ça, par contre, on l'avait pas non plus en tête. Donc ça a été plutôt une grosse surprise pour nous de voir à quel point l'île était dévastée quand on est sorti, quand le cyclone est passé. Il n'y avait plus un bâtiment debout. En fait, quand on est sorti, tous les bâtiments étaient soit avec une toiture arrachée, soit avec des fenêtres cassées. Tous les arbres étaient tombés. Vraiment, il y a quasiment plus d'arbres vivants. En tout cas, sur la partie nord de Mayotte, qui a été le plus frappée. Et ça a été assez choquant en fait, de voir à quel point tout dehors avait été détruit. Ouais, c'est vraiment flippant. Et d'ailleurs, on lisait, j'imagine que toutes celles et ceux qui nous écoutent, ils sont au courant, ils ont vu un peu des chiffres, mais ça faisait depuis un siècle que, Mayotte n'avait pas été touchée par un cyclone, pas de cette envergure en tout cas. Il y avait des vents dépassant 220 km/h et que effectivement les destructions elles sont massives. Alors moi j'ai lu qu'il y avait plus de 30 décès, mais j'imagine que ça doit être à plus que ça. 31 décès confirmés, ça me paraît pas énorme. En fait, c'est impossible de savoir combien de décès il y a eu, parce que le problème de Mayotte, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui vit en situation irrégulière. Donc en fait, même la population de Mayotte, c'est une estimation. On ne sait pas exactement le nombre de personnes qui vivent sur l'île. Et en fait, ces personnes-là vivent dans des bidonvilles. On appelle des bangas à Mayotte. Et en fait, ça représente un tiers des logements de la population ici. Et en fait, ces bidonvilles ont tous été détruits. Nous, on habite en plein cœur de Mamoudzou, on est dans des bâtiments qui sont solides, qui sont modernes, et même tous ces bâtiments-là ont été détruits. Il y a eu des charpentes qui ont été complètement arrachées, il y a eu
c'était dramatique. Donc, je te laisse imaginer ce que ça donne dans un banga où c'est que des maisons en tôle. En fait, tout s'est envolé, tout était au sol, il y a eu des glissements de terrain avec la boue. Enfin, c'était vraiment dramatique. Et ces personnes-là ne sont pas allées dans les hébergements d'urgence. Donc, certaines personnes y sont allées, mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et le problème de ces personnes, c'est qu'elles ont peur de se faire choper par la police. Et donc, du coup, elles préfèrent rester dans leur bidonville que de sortir. Et donc, du coup, pendant le cyclone, la plupart des habitants des bangas étaient dans les bangas. Et le lendemain du cyclone, ceux qui sont sortis ont vu les gens enterrés sur le bord des routes, leurs morts, en fait. Et dans la tradition musulmane, t'as 24 heures pour enterrer quelqu'un. Donc là, tout le monde a été enterré et on ne saura jamais le nombre exact de personnes qui ont disparu. Mais effectivement, il y a eu des survols en hélicoptère qui ont survolé les bangas le lendemain du cyclone ou l'après-midi du cyclone, et ils ont vu personne. Ils ont vu personne, alors que si les gens étaient vivants, il y aurait eu des attroupements à côté, ils seraient sortis. Donc là, on saura jamais combien il y a eu de morts, mais les 30 morts, c'est les personnes qui sont allées à l'hôpital. Et pour être sur place, je peux te dire qu'il n'y avait aucune route qui était praticable pour aller à l'hôpital, que ces personnes n'ont pas de voiture pour aller à l'hôpital et qu'elles ont peur de se faire arrêter par la police si elles sortent. Donc ces gens-là sont pas allés à l'hôpital et on saura jamais combien réellement sont décédés. C'est horrible. Parce que là, il disait 19 000 bâtiments, pour donner juste quelques chiffres, hein, même si ça veut rien dire, mais 19 000 bâtiments, 105 km de routes endommagées, détruites, plus d'eau potable, plus d'électricité. Alors eux, déjà, ils vivent dans des sites, dans des endroits précaires qui ont été détruits, mais en plus, t'as pas d'eau. J'ose même pas imaginer les maladies que ça peut entraîner. Oui, c'est ce qu'on attend dans un second temps. Là, il y a eu la première phase où tu as des blessés et tu as des morts liés au passage du cyclone en lui-même. Maintenant, ce qui est attendu, c'est des risques d'épidémie, parce qu'il y a eu des inondations, parce qu'il y a eu un manque d'eau, il y a un manque d'hygiène, et que c'est propice au développement d'épidémies. Donc, il y a des épidémies de choléra qui sont attendues, des épidémies de leptospirose. Donc ça va avoir forcément un impact. Et il y a aussi beaucoup de blessures. Nous, on a allé travailler avec la Croix-Rouge sur nos week-ends. Et en fait, les bidonvilles sont faits en tôle. Donc, du coup, tous les tôles étaient par terre, tous les clous, tous les morceaux de bois étaient par terre et les gens ont reconstruit leur maison. Sauf qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont pieds nus, ils n'ont pas de chaussures, ils travaillent pieds nus dans la boue et dans la tôle. Donc forcément, ils sont coupés par les tôles, ils marchent sur les clous. Et avec la Croix-Rouge, on reste à peu près 2 à 3 heures sur place et on soigne une centaine de blessures sur de la tôle, avec la moitié des personnes qui ne sont pas vaccinées contre le tétanos et des blessures qui s'infectent et des personnes qui n'iront pas à l'hôpital. Parce qu'ils ont peur de se faire choper par la police aux frontières et qui, là, en ce moment, à l'hôpital, ils enregistrent énormément d'amputations sur les infections de plaies. Oh la vache. Oui, en plus, pour avoir vu les photos et les vidéos, t'en as pas partagé énormément, mais t'en as quand même partagé plusieurs. Quand je te voyais justement aider ces personnes, même parce que toi, c'est pas ta formation de base, de pouvoir justement soigner des blessures et tout ça. Donc déjà, bravo à toi, parce que moi, personnellement, la vue du sang, déjà, c'est difficile. Est-ce que tu penses que pour toi, c'est au bout d'un moment, t'as un peu ce côté humain qui prend le dessus et qui dit, j'ai pas le choix, même si la vue du sang me dégoûte, je vais quand même aller aider et soigner les gens? Oui, en fait, finalement, à la Croix-Rouge, ils ont besoin aussi de tous les profils. Il y a des personnes qui sont plus formées à faire des pansements. En fait, on n'est pas un hôpital quand on se déplace avec la Croix-Rouge, donc on a quand même une force de frappe qui est assez limitée. Mais je pense qu'on est tous capables de savoir désinfecter une plaie, de savoir faire un pansement, et si on peut aider, on essaie de le faire. Il y a aussi des besoins logistiques à être sur place, donc il y a de la sécurité à assurer parce que c'est des endroits qui sont normalement limités en accès. C'est pas tous les jours que tu vas dans les bidonvilles à Mayotte te balader. Hein. C'est une île qui a beaucoup d'insécurité, donc on fait attention. Donc, du coup, il y a toujours une place, il y a toujours un moyen d'aider. Il y a tellement de désastres, tellement de personnes qui sont dans le besoin que ce soit personnel médical ou non, tu as toujours une façon d'aider. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu lancer une cagnotte? Ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, on s'est rendu dans les centres d'hébergement d'urgence pour pouvoir venir en aide parce qu'il y avait des besoins un petit peu partout. Et on s'est rendu compte en allant dans ces centres qui sont dans des lycées, dans des écoles, dans des établissements publics, qui sont du coup
entretenus par les aides de l'État, qui sont redistribuées par les mairies. Chaque mairie après redistribue dans les centres d'hébergement d'urgence. Et on s'est rendu compte que ces personnes-là manquaient de tout, alors qu'elles étaient dans les centres d'hébergement. C'est-à-dire que les enfants ont rien ils n'ont pas un crayon et une feuille pour dessiner, ils s'ennuient. Les repas qui sont censés être distribués, ça se limitait à une compote et un kiri. Et ça, c'était un repas. Et ils mangeaient que ça. Oh la Et vache. du coup, les gens ont soif, les gens ont faim. Et l'eau n'était pas revenue. L'eau qui est revenue, elle est pas potable. Là, tu peux pas boire l'eau du robinet ici. Déjà que dans l'ensemble, tu évites. Mais après le cyclone, c'est impossible de boire l'eau du robinet. Et encore, faut-il avoir l'eau courante. Donc, on s'est rendu compte que même dans ces centres-là, il manquait de tout. Donc, on a commencé à aller faire des courses pour eux, aller acheter des couches, aller acheter des serviettes hygiéniques aussi, parce que pour les femmes, c'est des situations qui sont assez précaires. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des diarrhées, par exemple, parce que ils boivent de l'eau qui est pas potable, donc ça leur crée des diarrhées et ils ont pas de médicaments, ils ont pas de couches. Les femmes, on n'a pas d'eau, mais elles ont pas de quoi non plus se nourrir pendant leur pendant leurs règles. Et ils n'ont pas à manger. Quand on est venu les voir, ils nous ont dit on a faim en fait. Donc on est allé faire des courses pour eux aussi, mais on a un impact qui est très limité parce que le coût de la vie est très cher à Mayotte et on peut pas à une poignée de personnes sauver des milliers de personnes qui sont dans le besoin. Donc on s'est dit qu'en lançant une cagnotte, on pourrait avoir un impact qui est plus important et toucher plus de personnes. Oui, d'ailleurs, dimanche, parce que là, au moment où on enregistre, on est le 7 janvier. Dimanche, j'ai vu que tu avais posté des photos où justement comment vous avez organisé justement cette distribution de repas? Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que entre le moment où on a lancé notre cagnotte, donc on est allé dans les écoles, on est allé les aider, on a lancé la cagnotte. En fait, la rentrée scolaire est prévue le 13 janvier à Mayotte et ils essaient de maintenir l'éducation. Donc du coup, ils essayent au maximum d'évacuer les centres d'hébergement d'urgence. Et du coup, on a réorienté notre stratégie. Donc on s'est dit que de toute façon, tout le monde était dans le besoin et ceux qui étaient encore plus dans le besoin, c'est les personnes qui vivent dans les bangas. Donc on est allé directement distribuer des repas dans les bangas. Donc on est allé se fournir en riz pour que ce soit le plus nourrissant possible. On est allé chercher de la viande et de quoi cuisiner de la viande pour qu'ils aient un repas complet parce qu'effectivement c'est un bien qui est cher et c'est un bien qui est frais, qui nécessite d'aller en ville. Ils n'ont pas forcément, ils mangent pas forcément de viande. Il y a beaucoup d'animaux aussi qui sont morts pendant le cyclone et malheureusement dans les bangas ils vivaient aussi, ils mangeaient des poules, des chèvres, voilà. Donc effectivement il manque de repas équilibrés. Donc on est allé acheter ce qu'il fallait. On a cuisiné 100 barquettes. On a fait des très grosses barquettes pour que ça puisse convenir à une famille. Alors effectivement, si c'est pour une famille souvent ils ont beaucoup d'enfants aussi, donc c'est un petit peu juste, mais au moins que ça puisse nourrir plus d'une personne. Donc on estime qu'on a fait à peu près 200 repas. On n'a pas pu leur apporter de l'eau parce que l'eau, déjà on n'en trouve pas et même quand on en trouve, c'est maximum un pack par personne, donc c'est impossible d'aller en fournir. Mais par contre, on a pu leur trouver des jus pour apporter un petit peu de sucre et de quoi désaltérer les enfants. Et on a pu leur apporter aussi des biscuits pour leur faire plaisir aussi, parce que c'est un peu ça le problème. Bah oui. Et distribuer des serviettes hygiéniques et des couches. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait faire de la plus grande échelle parce qu'on s'est rendu compte que ces produits-là d'hygiène partaient très très vite, on n'avait clairement pas assez et on aimerait bien pouvoir faire encore plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cet épisode aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dire à celles et ceux qui nous écoutent, quand on lance une cagnotte, on cherche pas à ce que vous donnez forcément 50 €, 100 €, 200 €, 1000 €, parce qu'on sait que voilà, tout le monde est aussi en galère financière, surtout après les fêtes. Mais est-ce que tu pourrais nous dire justement combien il te suffit pour faire un repas, par exemple, ou un lot de serviettes hygiéniques? Oui, en moyenne, pour faire une barquette complète, on va dire pour une personne, ça reviendrait à 1 €, 1,50 € par personne. Donc du coup, pour 1 €, 1,50 €, vu qu'on achète en grosse quantité, on arrive à faire un repas avec du riz, de la viande. On cuisine le matin, on livre tout de suite après, ça leur fait un repas chaud. Donc il suffit pas de grand chose. Même voilà, 5 €, ça nourrit 5 personnes et c'est déjà beaucoup. Ça fait une famille qui a mangé aujourd'hui et qui mange pas d'habitude. Donc il suffit de pas grand chose, même un lot de serviettes hygiéniques.
Si on se fournit dans les supermarchés, on peut trouver pour moins de 2 euros un lot de 10 serviettes et ça peut protéger une femme pour un cycle menstruel. Donc c'est déjà ça. Et en fait, en plus de la quantité, l'intention est très bien reçue quand on arrive dans les bangas. Le fait qu'il y ait des gens qui viennent les aider, il y a des gens qui pensent à eux, et des gens qui s'intéressent au fait qu'ils aient mangé ou pas aujourd'hui, c'est déjà beaucoup pour eux. Et ça, qu'on pense aux femmes, qu'on pense aux enfants en ramenant des couches, c'est déjà un signe pour eux qu'ils sont pas abandonnés. Donc c'est déjà important. C'est énorme. Bravo à vous d'ailleurs d'organiser tout ça. Merci à toi de prendre du temps aujourd'hui pour qu'on puisse justement enregistrer cet épisode. Avant que je fasse la petite conclusion, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Oui, il y a plein de choses à dire sur Mayotte. On entend beaucoup de choses aux informations. Nous, on a aussi notre amie qui est en métropole, qui nous envoie beaucoup de choses qu'ils ont entendues. Et en fait, la réalité sur place, c'est très différente. C'est une île qui a beaucoup de difficultés sociales. Et c'est une île qui mérite d'être aidée. Certes, il y a des différents avis politiques, mais en fait là on est au-delà de la politique, on est sur de l'humanitaire. Il y a des gens et des enfants qui ont soif, qui ont faim, et on est en France en fait. Faut se dire qu'aujourd'hui en France il y a des milliers de personnes qui ne mangent pas et qui ne boivent pas. Il y a des enfants qui arrivent aux urgences parce qu'ils n'ont pas bu, parce qu'ils n'ont pas mangé, ou parce qu'ils mangent ce qu'il faut pas, ou parce qu'ils boivent ce qu'il faut pas, et qui se retrouvent intoxiqués parce qu'ils ont tellement soif et tellement faim qu'ils s'en rendent malades en fait. Donc il faut vraiment qu'on aide ces personnes-là. Et oui, on est au-delà des clivages de la politique. Je pense qu'il faut vraiment qu'on voit tout le monde comme un humain, et tout le monde en France aujourd'hui a le droit de manger et de boire. Surtout dans ces conditions où il faut imaginer qu'un banga, c'est des milliers de personnes qui vivent dans des abris de tôle, dans la boue, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas l'eau, qui se débrouillent comme ils peuvent, et qui ont été frappés par un cyclone, et qu'aujourd'hui, personne s'occupe d'eux en fait. Il y a des distributions, certes, mais tu vois, là où on est allé le week-end dernier, la dernière distribution qu'ils avaient eue, c'était il y a 2 semaines. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place, mais c'est jamais assez, et si nous on peut faire quelque chose à notre échelle, c'est déjà beaucoup. Exactement, et on s'en fout s'ils ont un passeport français d'ailleurs, parce que ça aussi des fois, voilà, on s'en fout de tout ça. Ça reste un humain, ça reste une femme, ça reste un homme, ça reste un enfant, et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça qu'il faut mettre en avant, l'aspect humain, et on s'en fout de la politique d'ailleurs, comme je l'ai dit, on s'en fout de tout ça. Et vous pouvez faire confiance à Angélique et de la façon dont elle va redistribuer l'argent. Je vous promets qu'elle fait pas ça pour elle. Oui, donc, non, mais c'est sûr que nous, voilà, enfin, encore une fois, nous, on a la chance d'avoir de l'eau et de l'électricité, tu vois, mais ça fait 1 mois que je n'ai pas pris une douche chaude parce que l'eau est froide. Mais en fait, c'est déjà une énorme chance, et on se contente de ça, et c'est déjà très bien. Et du coup, on se rend compte à quel point c'est difficile pour les autres, et si on peut, voilà, si on peut aider notre échelle, on le fait. Et donc, bien sûr, tout l'argent leur revient. Il n'y a pas 1 euro qui reste pour nous. Et de toute façon, on partagera sur les réseaux sociaux nos actions pour que vous puissiez avoir un peu de concret derrière aussi, et puis savoir où va votre argent, et puis aussi vous récompenser en images sur vos dons. Exactement, arrêtez de regarder TF1 et puis venez regarder le compte Instagram d'Angélique si vous voulez voir ce qu'elle fait avec l'argent. Bah écoute Angélique, merci beaucoup, je vais faire ma petite conclusion de fin du coup. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont écouté cet épisode spécial de Filles Expat. J'espère vraiment que les mots d'Angélique vous ont touché comme ils m'ont touché moi, et que vous souhaitez agir. Et si vous souhaitez agir, du coup je vous invite à contribuer à sa cagnotte comme on en a parlé, qu'elle a mise en place. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Je la mettrai également dans la bio Instagram pour qu'elle soit facilement disponible. N'hésitez pas à la partager autour de vous surtout, ça c'est important, car j'espère que vous l'aurez compris, tous les dons seront utilisés en aide directement aux personnes dans le besoin à Mayotte pour des actions concrètes, et même un tout petit don, vous l'avez compris, 1 ou 2 euros peuvent déjà faire une grande différence. Donc ensemble, montrons que l'entraide est plus forte que les divisions et que nous pouvons faire une réelle différence. Merci par avance de votre générosité, et à bientôt. Bientôt Angélique. À bientôt, merci beaucoup.